Denver contre Minnesota, ça y est, la série est terminée, enfin depuis 2-3 jours, mais on va essayer un peu de refermer le livre de cette série avec donc cette victoire de Minnesota, victoire un peu à l'arraché sur le match 7, vous connaissez tous ce comeback, vous le savez évidemment. Je voulais un peu revenir dessus donc pour clore tout ça, et surtout parce que donc la série a été passionnante tactiquement, donc il y a pas mal de choses à dire et pas mal de choses à apprendre et à retenir, surtout un peu en termes de leçons tactiques. Parce que c'est vrai que sur le papier, et on en avait parlé en preview, mais il y a un peu cet aspect de l'attaque ultime de Denver qui affrontait un peu la défense ultime. Voilà, c'est en ça que le choc était hyper passionnant avant la série, et qu'il l'a été pendant la série, et que maintenant, a posteriori, on peut faire le point de voir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ça a bloqué, et aussi donc se projeter peut-être un peu pour Denver à la fin, on verra. Mais voilà, c'est vrai que sur le papier, donc cet affrontement un peu parfait de meilleure attaque de NBA contre meilleure défense de NBA, pas au niveau des ratings, mais en tout cas dans l'esprit, sur le papier, et un peu théoriquement, dans la théorie tactique, en tout cas, c'était l'idée. C'était l'idée. On a vu un peu, au final, on a vu, je dirais un peu des deux. C'est-à-dire que, je crois d'ailleurs que j'en ai parlé en preview, la fameuse, le mythe et l'analogie avec l'épée qui peut transpercer tous les boucliers. Que va-t-il se passer quand cette épée rencontre le bouclier qui est censé repousser toutes les épées qui ne se brisent jamais? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, en l'occurrence, il s'est passé que on n'a pas un des deux qui a explosé. On a un peu les deux qui ont cédé, on va dire, pour reprendre un peu cette analogie, cette métaphore. On a un peu l'épée qui s'est fissurée et le bouclier aussi, en fait. Au final, chacun a un peu réussi à taper sur l'autre ou à le repousser. Et c'est vrai que, en fait, au niveau de la physionomie de la série, ce qui est d'autant plus étonnant, avant de rentrer même dans les détails un peu tactiques, mais c'est que, je sais pas vous, mais j'ai eu l'impression de voir une série extrêmement bizarre. Vraiment. C'est-à-dire que certes, c'est allé en 7 matchs, série dantesque, etc., etc. Et je pense que dans 20 ans, on aura oublié le détail de chaque match, de toute évidence. Mais c'est vrai que, pour le coup, on a eu une série en montagne russe, en fait. Et presque, je vais caricaturer, je vais exagérer, mais presque une série à sens unique sur chaque match. C'est-à-dire que c'est totalement l'inverse de ce qu'on imagine un peu intuitivement quand on parle de séries très disputées en 7 matchs qui va au bout des 7 matchs, au meilleur des 7 matchs, qui va jusqu'à un match 7. On pense à, c'est disputé sur chaque match, ça va au buzzer, il y a un tir au buzzer de l'un, ensuite un tir au buzzer de l'autre, un game winner, un money time, etc., etc. Là, ça n'a pas du tout été ça. Vraiment, pour caricaturer grossièrement, mais pas tant que ça non plus, on a vraiment eu, en fait, des montagnes russes et presque des échanges de gifles, presque. Plus que des matchs très compétitifs. D'ailleurs, si je vous demandais de ressortir un seul match sur cette série, lequel de tête, dans 5 ans, dans 10 ans, vous auriez envie de vous dire, lui, je vais le revoir. Lui, c'était le meilleur match de la série, si on met un peu à part le match 7, peut-être, pour cette histoire de comeback, mais mettons un peu celui-ci entre parenthèses, et encore, mais voilà, il n'y a pas eu de match marquant, en fait, Il n'y a pas eu de vrais matchs qui sont allés au bout du money time. Il n'y a pas eu de match qui a été dantesque en soi. La série en elle-même, elle est allée en 7, on est d'accord, mais en soi, on n'a pas eu de match vraiment, une accumulation de matchs incroyables. On a vraiment eu des gifles un peu unilatérales, quoi, à chaque fois. Donc au début, Minnesota a fait 2-0, 2 grosses gifles, quoique le match 1, c'est peut-être un des matchs, ou le match le plus disputé de la série, de bout en bout, on va dire, le match 1. Mais après, énorme roost au match 2, ça on le sait, en plus, sans Gobert. Ensuite, match 3 et 4, c'est Denver qui fait les ajustements, on va les détailler, et qui ensuite passe à 2 partout. Et puis ensuite même 3-2 avec le festival offensif de Jokic, ça on l'avait décortiqué sur YouTube, si ça vous dit, en vidéo je veux dire. Et puis ensuite, de nouveau, match 6, roost de Minnesota, voilà, on passe d'un extrême à l'autre. Et match 7, c'est l'apothéose, parce que c'est-à-dire que on a eu donc cette physionomie de série où c'était que des gifles dans un sens, et puis dans l'autre, plutôt qu'une série disputée. Match 7, ça a été ça, mais au sein même du même match, en fait. C'est-à-dire une première mi-temps avec roost de Denver qui prend 20 points d'avance, et puis ensuite le comeback, roost back de la part des Timberwolves qui font l'inverse. Donc voilà, même au sein de ce match 7, on a eu un peu ce qu'on a eu sur toute la série, c'est-à-dire même pas un match serré de bout en bout, même pas de ça passe à +1, +3, et puis -1, -3, etc. Non, là c'est une physionomie de série très bizarre. Ce qui d'ailleurs est un peu la raison pour laquelle je pense que ça a été très intéressant tactiquement. Vraiment, sur ce plan-là, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'en termes de spectacle, en termes d'entertainment, puisque je ne suis pas une machine, c'est pas parce qu'on parle tactique ou stats qu'on n'a pas d'émotion, évidemment. Mais c'est vrai que moi, personnellement, en termes d'émotion et de plaisir à voir les matchs, je suis pas sûr que je les reverrai d'ici 5, 10 ans ou 15 ans, un peu pour le plaisir. Peut-être qu'on pourra les revoir pour analyser tel ou tel élément, ou pour la tactique, justement, pour le duel tactique.
Mais voilà, je pense que je la mets quand même, cette série, même si elle est en 7 matchs, paradoxalement, je la mettrais en dessous de pas mal d'autres séries un peu dantesques, voire même voilà, la série OKC Dallas, par exemple, qui n'allait que, entre guillemets, en 6 matchs, mais ça a été beaucoup de matchs extrêmement disputés. Donc voilà, vraiment, série très bizarre. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en termes de physionomie de rencontre, oui, ça allait en 7, mais avec que des montagnes russes qui ont un peu gâché le plaisir, non, mais en tout cas qui ont fait qu'on a eu une série très, très bizarre. Très bizarre, avec Roost d'un côté, puis Roost de l'autre, puis l'inverse, etc., etc. Et donc, notamment pour commencer un peu à rentrer dans le détail tactique, pourquoi est-ce qu'on a eu ça en partie, je pense que c'est aussi expliqué par le shot-making de Denver. Et par shot-making, j'entends un peu un aspect aléatoire de les tirs ne rentrent pas, ou alors les tirs rentrent tout d'un coup, quoi. Donc on a vraiment eu beaucoup de variances au sein même de la série, et finalement un shot-making pur. Donc par là, encore une fois, j'entends, il faut pas entendre compétence, mais il faut entendre aussi l'aspect aléatoire du jump shot qui est très présent, qui a été vraiment parfois absent, parfois là, et parfois totalement absent, et il a pas fait semblant. Quand le shot-making n'était pas là, il n'était pas là du tout. Et donc je pense que ça a aussi participé à cet effet montagne russe, donc au sein de la série, et parfois même au sein du même match 7. Mais voilà, et je sais que il y a pas mal de gens qui, de suite, si je commence à évoquer des pourcentages à 3 points, vont me répondre « Oui, mais c'est aussi grâce à Minnesota, en fait. Hein. C'est les pourcentages à 3 points, s'ils sont mauvais, c'est parce que les tirs sont bien défendus, et donc c'est comme ça qu'on affecte les pourcentages. » Bon, c'est vrai qu'en partie, ça peut être le cas. Mais en général, c'est pas le cas. En général, il y a la corrélation entre la défense de close-out et la défense des tirs, elle est assez faible par rapport au pourcentage de réussite, mais surtout, en fait, on ne parle même pas de ces tirs-là. Là, on parle même d'une certaine variance extrêmement aléatoire dans un sens et dans l'autre, même sur des tirs qui sont ouverts. C'est ça qui est le plus incroyable et qui est le plus... Enfin, comment dire, qui apporte vraiment cet aspect aléatoire, c'est que il n'y a même pas le facteur, même pas trop le facteur de la défense de Minnesota. On n'a même pas besoin de débattre de ça, même si on n'est pas d'accord. Il y a juste le fait que sur les tirs ouverts, Denver a été parfois mauvais, même la majorité du temps a été mauvais, sauf donc au milieu de la série où ils ont mis des tirs, hein, match 3 et 4 notamment. Mais voilà, sur l'ensemble de la série, on est à 33% d'efficacité, 33, sur des tirs ouverts. Sur les open shots, sur NBA.com, hein, sur les caméras de tracking, de positionnement, arrivent à calculer ça, et donc sur les tirs ouverts, 33% d'efficacité sur les tirs ouverts, sachant que, comme dit, alors la moyenne des 3 points, elle est autour des 36-37, ok, mais la moyenne des tirs ouverts, elle est forcément beaucoup plus que ça. Ça paraît assez logique, hein, et puis c'est le cas. Donc 33%, on est largement en dessous de la moyenne. Et c'est vrai que même sans aller sur les stats, c'est vrai qu'on a un peu cette impression que quand on voit ce qui s'est passé sur le terrain, certes, il y a des fois où Denver a réussi à dominer, ils ont fait des bons ajustements au poste bas, isolation, pick and roll, etc. Mais je trouve qu'il y a aussi eu une donnée assez simple de shot-making des stars, certes, mais aussi shot-making à 3 points, en fait, hein, sur ce côté très aléatoire d'un match à l'autre ou d'une portion de série à l'autre, de est-ce qu'on met les tirs ou pas. Voilà, c'est assez... Il y a les chiffres qui le confirment, mais il y a aussi l'impression visuelle, et vous voyez, regardez le match 7, il y a un nombre de tirs ouverts incroyable qui ne rentrent pas, en fait. Et même le match 6, hein, d'ailleurs. Match 6, c'est pareil. La rouste qu'a pris Denver au match 6, finalement, vous regardez la création de jeu, il y a pas mal de bons tirs qui sont créés. C'est juste, entre guillemets, juste que les tirs ne rentrent pas. Et donc, pour dire des chiffres un peu généraux, pour quand même les citer, pour la postérité, match 1 à 3 points, Denver est à 42% d'efficacité à 3 points. C'est bien, c'est très bien, voilà, c'est 42%, ok. Match 2, la panne sèche, 32% à 3 points. Ensuite, match 3, 4, 5, les matchs qu'ils ont gagnés, 3, 4, 5, 56% à 3 points, 42% à 3 points, et de nouveau 50% à 3 points. Donc très bien, évidemment. Une grosse surchauffe, peut-être pas, mais en tout cas, ça rentrait beaucoup. Et de nouveau, match 6 et 7, 21% à 3 points et 25% à 3 points. Donc vraiment, ils n'ont pas fait semblant. Hein. Quand ils ont manqué des tirs, ils les ont manqués totalement. Voilà. Et c'est là où, bon, toujours un peu besoin de relativiser, parce que s'ils sont pas à 25, mais ne serait-ce qu'à 35% à 3 points sur le match 7, ça fait quoi ? Ça fait une poignée de tirs à 3 points, notamment qui rentrent en plus. Voilà, peut-être que l'avance de 20 points, elle est sécurisée, et qu'on n'a pas le comeback de Minnesota, et qu'on a peut-être Denver qui passe, quoi. Je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est le shot-making a vraiment été à ce point aléatoire, et donc notamment quand ça n'est pas rentré, il n'y a rien qui est rentré. Et donc voilà, ça fait aussi beaucoup de différence pour moi, c'est ce qui a un peu dicté, ce qui a aidé à dicter cet aspect très montagne russe de la série. Et même au-delà de ça, il y a un aspect tactique qui est très, très simple, hein.
la fameuse arme du pick and pop de Jokic qui n'est pas rentrée. Et qui était pourtant une arme fondamentale et une arme clé dans cette série, le pick and pop, pour punir certaines couvertures en pick and roll, ou alors tout simplement pour punir, on va le détailler, mais quand ça passe sous les écrans, ou voilà, ça, ce n'est pas rentré. Et donc, clairement, on l'avait souligné en preview, cet aspect du pick and pop qui était une arme clé tactiquement qui va pouvoir faire sauter le verrou de la défense, ou alors punir la défense si elle l'abandonne, c'est pas rentré. C'est pas rentré du tout, à part quelques matchs, donc, mais les matchs début de série et fin de série, c'est pas rentré. Donc voilà, outil tactique qui a été malheureusement pas assez bon côté Denver. Et encore une fois, là où c'est bizarre, c'est que finalement, on en avait déjà parlé de ça dans les previews, parce qu'on disait, contre la série contre les Lakers, ils n'ont mis aucun tir quasiment, à part le dernier match, je crois, mais pareil, déjà contre les Lakers au premier tour, Denver n'a rentré aucun tir. Donc on se dit, ça va finir par revenir, quoi. Il va y avoir un retour à la moyenne, parce que le fait est qu'on n'a pas affaire à une équipe de mauvais shooters, on a affaire à une équipe de bons shooters. Donc ça paraissait normal et logique d'attendre un peu un retour à la moyenne. En termes probabilistes, c'est même, c'était probable en termes probabilistes. Mais voilà, c'est clairement quand il y a une équipe qui est censée être bonne shoot à ce point mal, on peut s'attendre à ce que ça revienne un jour. Et c'est revenu en plus. En effet, le retour à la moyenne s'est opéré en milieu de série, match 3, 4, 5. Et là, on s'est dit, ok, globalement, ça paraît normal. Il y a eu des trous d'air, maintenant il y a de la grande réussite, ok. Mais sauf qu'on ne s'attendait pas à ce que ça redisparaisse, match 6 et 7. Donc voilà, c'est là où on est vraiment sur au-delà des montagnes russes de niveau de jeu et de résultats, on a eu des montagnes russes sur les playoffs 2024 de Denver à 3 points qui sont assez incompréhensibles. Et je rappelle toujours l'aspect aléatoire du jump shot qui n'est pas à oublier. Je pense qu'on a peut-être aussi un peu affaire à ça. Il y a peut-être d'autres éléments, hein. Chacun va vouloir rationaliser en disant c'est la fatigue, c'est cet aspect. Bon, voilà, sur des tirs wide open, 33%, c'est extrêmement faible pour Denver. Et d'ailleurs, je crois en plus que, d'autant plus faible que Ben Taylor l'a cité là, depuis 1 ou 2 semaines, il en parle, mais Jokic et Murray étaient ces dernières années dans les tout meilleures efficacités sur les wide open, ou sur les open, les tirs ouverts à 3 points sur les playoffs. Et donc là, c'est retombé d'un coup, quoi. Donc on a eu un peu les deux extrêmes, on va dire. Les playoffs derniers, on a eu beaucoup de réussite sur les tirs ouverts, et puis là pas du tout. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.